Déni de l'épidémie, déni du changement climatique, même combat, point d'interrogation. Retour sur ce déni de la menace du coronavirus pendant l'hiver 2020, avec en parallèle le relativisme à l'égard du changement climatique, c'est le moins que l'on puisse dire, ou sa négation. Voilà, est-ce que ce sont les mêmes phénomènes? Est-ce que ce sont les mêmes réflexes? Est-ce que c'est le même mécanisme? Arnaud Mercier, vous êtes professeur en information et en communication, directeur des études à l'Institut français de presse, doctorant à l'IEP, je crois, si j'ai bien lu Non, non. votre Ah oui, oui, CV. enfin, Oui, docteur de l'IEP. oui, docteur, Ouais, pardon, ouais. excusez-moi. Et voilà, je vous laisse la parole. Vous avez une petite trentaine de minutes. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bon, ben, comme depuis plusieurs mois, je fais des cours sur Zoom avec mes étudiants, je commence à avoir l'habitude de parler devant devant, ce genre de machine, mais j'ai appris aussi à découvrir qu'on pouvait quand même maintenir de l'interaction, grâce à ça. Donc j'ai accepté évidemment, immédiatement de maintenir ma participation à votre événement qui a été, heu, durement, éprouvé, évidemment par, les restrictions, sanitaires que nous connaissons tous. Alors, je vais partager l'écran. J'ai essayé justement pour rendre les choses un peu plus vivantes d'une certaine façon, de mélanger le son de ma voix avec, un support visuel qui est ce qu'on appelle, un PowerPoint, de façon, aussi d'ailleurs à montrer quelques illustrations, heu et donc je vais prendre les 30 minutes qui m'ont été, offertes, généreusement pour, essayer de présenter effectivement les parallèles qu'on peut établir entre les 2 dimensions et à partir de là, me lancer une réflexion sur, qu'est-ce que c'est que le déni et comment effectivement répondre à ce genre de défi. Donc je me lance dans le partage d'écran, heu, voilà, nous y voilà, toc et on lance le PowerPoint. Voilà, donc effectivement, déni de l'épidémie, déni du changement climatique, même combat. Lorsque, j'ai été sollicité, suite à une conférence que j'avais faite sur les fake news, on a discuté un peu du sujet et du coup, ce qui m'est apparu assez, intéressant, c'est que, pour avoir, travaillé sur les fake news, le déni du changement climatique, je trouvais qu'il y avait des ressemblances troublantes avec, les discours que j'entendais sur le déni de l'épidémie et il me semblait qu'il y avait des similitudes dans les narrations, dans les argumentaires et que ça pouvait être intéressant d'essayer, pour ceux qui s'intéressent à la question du combat contre le réchauffement climatique, de prendre au sérieux, le déni de la menace épidémique et de se dire qu'il y avait des enseignements à en tirer. D'autant, d'une certaine façon, que j'allais dire le problème est pire parce que quand vous niez, en pleine vague épidémique qu'il y a une menace épidémique, c'est vous dire si vous pouvez trouver des tas de gens qui ont des tas de bonnes raisons de nier la menace, climatique, heu par rapport au fait que, les effets sont constatables beaucoup moins, de façon beaucoup moins évidente et immédiate. Et dans l'étude justement, ce que je vais essayer de faire des similitudes entre les narrations, les argumentaires sur le déni, le double déni, je dirais, hem, je trouve que ça interroge effectivement la conduite qu'on peut tenir pour contrer ces argumentaires, liés à une menace donc moins immédiatement visible, climatique et de ses conséquences. Et donc modestement, dans le cadre de cette conférence, j'aimerais essayer de contribuer à armer intellectuellement et rhétoriquement, ceux qui le souhaitent, en identifiant les mécanismes psychologiques et donc rhétoriques aussi, qui sont sous-jacents donc, à l'argumentation, fa et sans rentrer justement dans, l'argumentation factuelle, mais plutôt en essayant de prendre un peu de hauteur, si je puis dire. Heu, donc les différents discours du déni de la menace, coronavirus, on peut les identifier assez, facilement. Vous avez le déni pur et simple, hein, c'est une invention pour nous faire peur, pour nous asservir et cetera et là, vous pouvez recourir à toutes les théories conspirationnistes, son lot de fake news, là, vous voyez, le documentaire, bien avant Hold Up, hein, Plandemia,
où justement on essaye de montrer que c'est le nouvel ordre mondial. Et là, si vous croyez au nouvel ordre mondial, euh, au, au- au pouvoir occulte de toute, voilà, d'une certaine façon, on ne peut pas vraiment agir contre ces psychologies, voire cette pathologie, hein. Et je dirais que la conséquence qu'on peut en avoir face à ça, c'est pas tant forcément, à mon sens, de rentrer dans une sorte de punching ball avec les gens qui pensent comme ça. Je crois que surtout, ça oblige ceux qui souhaitent lutter efficacement contre le réchauffement climatique à rester cohérents et performants dans nos démonstrations pour ne pas donner prise, ou le moins possible, à ces types de psychologie, voire, disons-le, de pathologie. Euh, Plus intéressant, vous avez le déni parce que, vu de chez moi, le risque n'existait pas. Et là, vous avez le retournement de l'accusation de Covid idiot, hein, Covid idiote, comme disent les Américains, au sens où un hashtag a circulé sur Twitter en dénonçant ceux qui euh, étaient dans le déni de l'épidémie. Et là, en l'occurrence, vous avez ce tweetos qui dit, mais enfin, personne ne peut ne peut me postillonner dessus. Donc voilà, donc il récuse l'idée de l'utilité du confinement parce que visiblement, il habite dans une ville qui n'est pas très grande où les gens ne circulent pas. Ce qui est intéressant dans cet argumentaire, c'est l'incapacité à prendre en compte l'intérêt collectif. Parce que monsieur est totalement centré sur lui-même, et à partir du moment où son expérience individuelle l'amène à constater qu'il ne va pas croiser de gens, il ne comprend pas pourquoi on l'interdit de sortir de chez soi, alors même que une des raisons pour lesquelles il ne croise pas de gens, c'est que justement parce qu'une partie de ces gens sont interdits de sortir de chez eux, et que si tout le monde cumule à titre individuel le même raisonnement et que tout le monde se dit bah, je peux sortir puisque finalement je ne risque pas de croiser tout le monde, croiser des gens, eh bien des tas de gens vont finir par se croiser. Euh, du coup, comme vous le voyez en bas à gauche surligné en vert, j'essaye d'avoir ces éléments de réflexion en me disant finalement cela oblige à repenser sans doute dans nos sociétés l'éducation à la prise de conscience de l'intérêt général. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette idée, dans ce déni de la menace épidémique, c'est effectivement le nombre de gens qui ramènent ça à leur intérêt propre et qui sont incapables du coup de se projeter dans quelque chose qu'on appellera l'intérêt général, les intérêts collectifs, qui doivent pouvoir passer peut-être au-delà des intérêts individuels. À cet égard, il n'y a pas de surprise si l'Asie du Sud-Est a résisté de façon beaucoup plus importante à l'épidémie. C'est parce que précisément, vous avez une survalorisation par rapport aux pays occidentaux de l'idée de l'intérêt général, et pas seulement dans un régime majoritaire comme le régime chinois, mais aussi dans des régimes comme le Japon ou la Corée du Sud, qui sont des régimes démocratiques, mais pour qui l'idée de défendre l'intérêt du groupe, de l'intérêt de la communauté, est au moins aussi important que l'intérêt individuel, voire carrément plus important. Et à contrario, euh, le déni maximal de la menace épidémique aux États-Unis, dans une société hyper individualiste et libérale et même libertaire, au sens vraiment la défense de chacun et de son opinion, comme porter le masque, c'est mon droit de ne pas le porter, c'est le déni de la nécessité d'agir en fonction des autres et pas seulement en regardant son intérêt propre. Autre stratégie du déni, c'est la minimisation. Vous avez tous en tête hein, les discours tenus également par des médecins au départ, hein, que c'était une grippette, hein, c'est une petite grippe, triste de mourir tout seul du coronavirus, c'est une bonne petite grippe qui va terroriser le monde pendant 2 semaines, hein, nous dit cet internaute. Et comme j'ai fait une capture écran plus tard, on peut toujours modifier par contre son intitulé de profil. Et du coup, vous voyez qu'il a changé d'avis depuis le 25 janvier, puisque maintenant, il hashtag son compte avec restez chez vous, c'est-à-dire dans une défense de l'idée de confinement. On trouve ces éléments aussi. Je ferai cette comparaison s'il y avait une vraie raison de s'inquiéter. Pour l'instant, c'est une petite grippe, très contagieuse, etc. Bon.
je dirais que là, la conséquence qu'on peut en tirer, si on essaye de s'armer intellectuellement pour lutter contre ce type de discours, c'est de s'obliger à produire des données factuelles, je vais dire incontestables, et notamment pour le réchauffement climatique. C'est ce que fait c'est ce à quoi s'emploie le GIEC, hein. Il ne faut pas en rester à des impressions, il ne faut pas en rester à des discours assez généraux, etc. Il faut argumenter, ne jamais cesser d'argumenter, et notamment dans la factualité, de façon à réduire au minimum la prise possible sur des arguments de type finalement, c'est pas si grave, regardez, ça ressemble à des choses qu'on connaît déjà et qui ne sont pas si dramatiques. La relativisation, sans être forcément un déni absolu, mais la relativisation, elle peut passer aussi par les comparaisons rassurantes. La grippe fait bien plus de morts. Alors, comment je vais enlever ce truc qui gêne? Voilà, bon. Heu, ah! Pardon. La grippe fait bien plus de morts, hein, et ces propos a été tenus dans la bouche de membres du corps médical, hein, voilà, d'après cette interview, de ce médecin du CHU de Rouen, enfin, la grippe fait 10 000 morts par an, le coronavirus n'a tué personne en France. Évidemment, c'est le 12 février, hein. Là aussi, le 6 février, un autre médecin, hein, qui en plus prétend ne pas faire de fake médecine, hein, donc de fausses déclarations médicales. Le CDC estime sur le sol américain à 180 000 le nombre d'hospitalisations liées à la grippe. Il y a 10 000 et à 10 000 le nombre de décès. Cela relativise l'épidémie de coronavirus en Chine, avec cette idée que finalement, on risque sans doute pas grand-chose. Et là, ce qui est très étonnant, mais c'est sans doute, ça nous dit quelque chose sur le fait que nous avions perdu la culture globale, hein, la culture épidémique, hein, globale depuis la grande grippe espagnole du siècle dernier. Euh, c'est que il y a une difficulté à raisonner, et on va retrouver exactement le même problème évidemment avec le réchauffement climatique, à raisonner sur une dynamique. En fait, très souvent, les points de vue vont s'exprimer et se forger sur un instant T. Or, le cas typique d'une épidémie, et c'est malheureusement la même chose pour le réchauffement climatique, c'est que nous sommes dans des processus en dynamique, dans des dynamiques d'accélération, d'accroissement. Plus la planète se réchauffe, plus le réchauffement climatique sera important, parce qu'il produira les effets supplémentaires d'une accélération du réchauffement. C'est la même chose pour une épidémie. Une épidémie, par définition, c'est une sorte de boule de neige qui fait que plus il y a de malades, plus il y a de gens qui vont contaminer, et donc plus il y a de gens contaminés, plus la maladie va s'étendre. Et là, on a des raisonnements qui sont des raisonnements qui fixent la chose à un instant T, et qui donc peuvent, à bon droit, tenir des discours de relativisation sur le mode bah, c'est pas très inquiétant pour l'instant. Et tout est dans le pour l'instant précisément, c'est ça la grande difficulté. On voit bien que bon, bah, par rapport justement au nombre d'hospitalisations du Covid, hein, par rapport à l'argument qui était avancé juste avant, finalement la grippe, bah, là on y est, hein, on dépasse les 180 000 hospitalisations de la grippe désormais aux États-Unis à travers les 3 vagues successives, et la troisième, elle est plus forte que les 2 autres et elle n'est pas finie, donc on dépassera sans aucun problème les 180 000 justement malades de la grippe. Alors, le professeur Fralin, vous voyez, le 15 novembre, je regardais un peu ce qu'il disait. Bah, du coup, sans vaccination de masse, nous allons devoir subir des cycles de vagues. Nous ne savons même pas s'il y en a. Donc, il fait l'éloge de la vaccination, ce qui prouve, n'est-ce pas, qu'on peut changer d'avis face aux faits. Le même qui vous disait oh, finalement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est bien moins que la grippe, est obligé d'admettre aujourd'hui que c'est un problème très grave, qu'on peut avoir plusieurs vagues successives sans fin si on n'arrive pas à faire valoir la vaccination et l'immunité collective. Ce qui peut nous amener à garder un peu d'optimisme en disant que à partir du moment où des faits deviennent avérés et qu'on peut relier le réchauffement climatique à un certain nombre de conséquences négatives très concrètes, cela oblige forcément un certain nombre de gens à changer d'avis. Le déni, il passe aussi par un discours de réassurance qui peut surévaluer nos aptitudes.
Là, vous avez le docteur Philippe Juvin, qui est aussi un élu du Parti Les Républicains, qui s'est illustré par des propos assez acerbes contre le gouvernement, qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait, etc. Le 2 février, il tenait des discours extrêmement rassurants. La situation est sous contrôle, nous sommes entraînés au virus, donc vraiment l'hôpital fera face, hein. Là, il y a un petit côté, chez les professeurs de médecine, ça arrive assez souvent, mais il n'y a pas que, d'arrogance, hein, d'arrogance tranquille, je dirais, sur le mode on maîtrise, on sait faire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Ça se traduit aussi chez une autre médecin, une infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, interviewée donc le 7 mars et qui dénonçait une épidémie médiatique psychotique, hein, en disant que c'est une affection réellement bénigne, comme elle le dit. L'institution hospitalière est parfaitement organisée, les choses sont sous contrôle, hein. Le 7 mars, hein, c'est-à-dire que quelques jours avant l'explosion épidémique, vous avez une infectiologue, professeure, avec sa blouse blanche et tout, qui vous dit que dormez tranquille, bonnes gens. Voilà. Et là, c'est une vraie difficulté de l'espèce humaine, je pense, à se rassurer en croyant toujours pouvoir tout contrôler. Le problème, c'est qu'une épidémie, comme des phénomènes physiques liés à la planète, échappe en réalité au contrôle humain en partie, en bonne partie même, et donc euh, invoquer la capacité de maîtrise face à des mouvements naturels est rarement couronné de tous les succès que ceux qui sont trop sûrs d'eux. Le déni par supposition d'un intérêt financier à exagérer le péril, ça c'est un argument bien connu. Euh, Vous avez là cet échange entre tweetos. Quelqu'un relaie une information d'un médecin au niveau de l'ONU qui tire le signal d'alarme dès le 6 mars en disant que c'est, vous voyez, la maladie the most frightening, hein, la plus inquiétante, la plus angoissante pour lui qu'il n'a jamais rencontrée dans sa carrière. Et donc, ce tweetos dit, moi, je fais confiance plutôt à ça, mais bon, si vous voulez vous persuader que c'est une grippe, hein, voilà. Et un des commentateurs de ce tweet dit oui, oui, c'est plus dangereux en anglais, donc genre avec bille de clown. Donc, on n'est pas dupe de cette rhétorique qui consiste à essayer de nous faire croire que parce que c'est en anglais, que ça serait plus grave. Et puis surtout, voilà, ce type cherche avant tout à faire financer son travail de recherche, lobby pharmaceutique, etc. Donc, l'argument du big pharma ou des chercheurs qui cherchent à se faire financer, on va le retrouver, on y reviendra tout à l'heure, en plein régime, fonctionnant à plein régime dans la dénonciation du GIEC et de tous les climatologues, en disant qu'ils cherchent à nous faire peur parce que c'est pour financer leur recherche. On pourrait ajouter aussi le système hospitalier italien est notamment sous-équipé, donc ça ne risque pas d'arriver en France, hein. Il y avait beaucoup de stéréotypes contre nos amis italiens. Alors même que, en fait, quand l'épidémie a commencé en Europe, en Italie, c'était le nord de l'Italie qui était frappé. Le nord est hyper industrialisé, avec des hôpitaux hyper modernes. Et le comble j'allais dire, du paradoxe de toute cette histoire, c'est que la ville martyre italienne, c'est la ville de Bergame. Et c'était le dernier hôpital le plus ultra-moderne sorti de terre en Italie, c'était l'hôpital de Bergame. Donc, c'est vous dire s'il y a un décalage entre l'équipement hospitalier et en fait la capacité à faire face à cette épidémie. Bref, tout ça, ce sont des argumentaires qui permettent de se rassurer, hein, en niant le problème, en enfouissant les données anxiogènes, et qui visent à conserver ce à quoi nous sommes attachés dans notre système de croyance, hein. Et c'est vrai qu'il y a une tendance très forte dans la psychologie et la psyché humaine à essayer de fuir l'angoisse, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent au contraire chercher à s'angoisser d'une certaine façon, ou qui sont notamment angoissés, y compris quand il y a pas péril, hein. Mais il y a un phénomène assez naturel dans la psyché à essayer de fuir les messages trop anxiogènes. Et le mécanisme psychologique du déni, c'est un mécanisme d'autoprotection qu'on peut résumer assez facilement. Vous connaissez tous l'expression faire l'autruche. Alors,
Pour étayer ça, on peut aller jusqu'au déni factuel. Là, vous avez par exemple la mise en circulation d'un argument du type mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Regardez, il y a même moins de morts en 2020 qu'en 2018 et en 2019. Sauf que là, l'argument est évidemment d'une très rare mauvaise foi, puisque la première vague nous a touchés en mars-avril, et là, on met les chiffres de juin-juillet. Bah oui, évidemment, en juin-juillet, il y a une rechute grâce au confinement, et donc effectivement, cet argument ne prouve rien, si ce n'est que, bah oui, en juin 2020. De façon même un peu cynique, on pourrait dire que s'il y a moins de morts en juin et juillet 2020, c'est sans doute parce que malheureusement, un certain nombre sont déjà morts avant, en avril, en mars-avril. Donc vraiment, vous voyez, une façon biaisée de présenter les choses. Encore plus biaisée, ça a circulé sur les réseaux sociaux, ce tableau, soi-disant qui nous donne le nombre de décès en France par l'INSEE. Ce tableau n'est pas issu de l'INSEE, et j'ai repris moi-même, je ne veux pas vous le présenter ici, les données de l'INSEE, et un certain nombre de ces données sont fausses. Ce ne sont pas les chiffres de l'INSEE, notamment ceux qui visent à essayer de minimiser la mortalité en mars-avril. Vous pouvez détourner des photos à des fins de manipulation. C'est le cas ici sur les réseaux sociaux brésiliens, sur le Facebook brésilien, de gens qui luttent contre l'idée qu'il y a un risque épidémique au Brésil. Brésil, deuxième pays le plus touché au monde, 170 000 morts. Il faut être solidement accroché aux branches pour arriver à nier qu'il y a une épidémie. Et là, vous voyez, il y a eu beaucoup de rumeurs et de fake news sur le fait qu'en fait, on faisait semblant d'enterrer des gens avec des cercueils vides. Et là, vous voyez cette photo, n'est-ce pas bizarre, hein, tenir un cercueil sur le bout de 2 doigts, hein. Donc, on met en cause l'idée qu'il y a une mortalité. Or, cette photo, c'est juste une sélection, vous voyez, de mauvaise foi, puisque on voit ici 2 autres personnes, hein, vous voyez 4 paires enfin 4 jambes, qui sont en train, en fait, lui porte, mais il y a 2 autres personnes qui portent le cercueil sur des tréteaux, hein, avant une mise un enterrement. Et le photographe a été ulcéré de voir que ces clichés avaient servi à des fake news et a publié l'ensemble des clichés pour montrer que c'était bien une opération d'enterrement avec 3 personnes qui portaient un cercueil, etc. Sachant que dans ce cadre-là, ça m'amène à la définition que je donne, moi, des fake news, une définition un petit peu provocatrice, si je puis dire. Ce sont des vérités idéologisées, hein, puisque en vérité, les fake news sont souvent produites par des gens qui ont des tels intérêts politiques à défendre, là en l'occurrence le Brésil de Bolsonaro, les intérêts économiques, ne pas fermer comme Donald Trump aux États-Unis, qu'on n'hésite pas à produire des fake news et à y croire, parce que ceux qui les reçoivent comme des vérités idéologisées, c'est-à-dire des vérités qui servent leurs intérêts idéologiques, ce qu'ils ont envie d'entendre et de faire valoir dans la décision politique. Une des conséquences de tous ces mécanismes psychologiques de déni, ça peut être la résignation passive ou cynique. On l'a vu pour le Covid, et ça peut évidemment être parfaitement le cas aussi pour le réchauffement climatique. Vous voyez, là, un voisin ne prend aucune précaution contre le virus, laisse sa fille aînée aller où bon lui semble, car, dit-il, nous allons de toute façon tous l'attraper. Donc la résignation, voilà, à quoi bon agir? De toute façon, c'est inéluctable, et certains le disent à propos du réchauffement climatique. Et là, vous avez la palme du cynisme, hein. Je vais dire ce que les gens pensent tout bas, hein. Si le prix pour ne pas reconfiner, c'est de voir certains de nos proches mourir faute de place à l'hôpital, bah, c'est un prix tragique qu'il faut payer, hein. Donc, en plus, comme souvent, c'est des personnes âgées, hein, c'est pas si grave, hein, voilà. Donc là, il y a un discours cynique aussi. Si c'est les plus fragiles qui tombent, ben, c'est pas grave, moi je me sens fort, donc je risque rien. Si on fait un peu le bilan à travers cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup, hein, sur le déni épidémique, si le Titanic coulait, hein, vous voyez ce qu'on peut faire dire comme équivalent fonctionnel, et ça marcherait, on pourrait s'amuser à reprendre le même exercice, à reprendre le même exercice avec le réchauffement climatique. Alors, est-ce que ce sont les mêmes mécanismes pour le déni du réchauffement climatique? Euh, Là, effectivement, on sait très bien qu'il y a tout un tas de gens qui sont dans le déni, hein, et parce qu'ils défendent des intérêts. Et là,
Xavier Gors, le dessinateur du Monde, avec son pingouin, avec le petit plumet jaune, évidemment, désigne Donald Trump et la préservation des lobbies énergétiques, notamment, et industriels. Donc, j'ai pas trop le temps, mais il y avait cette vidéo d'Arun Taziev qui, je vais la résumer, hein, sur Internet, qui est très intéressante, puisqu'en 1979, il est sur le plateau d'Armand Jameau, les fameux dossiers de l'écran, pour les plus anciens se souviennent, et c'est sur la banquise. Et on interroge Arun Taziev qui dit, bah oui, il y a un risque, on rejette de plus en plus de polluants, de gaz à effet de serre, le CO2, etc. Et donc, ça fait un effet de serre, et donc ça risque de faire fondre la banquise et de faire élever le niveau de la mer. Et vous avez Jacques-Yves Cousteau, qui est aussi invité, dont on ne peut pas penser qu'il n'est pas un défenseur de la mer et de la nature, qui interrompt Arun Taziev et qui dit baratin. Oui, non, mais tout ça, c'est des théories, mais bon, on risque rien, hein. Donc, toujours cette arrogance que je disais à propos des médecins, parce que nous avons des forêts qui absorbent le dioxyde de carbone, et donc ça compense. Arun Taziev rentre dans la discussion en lui disant, oui, mais enfin, le problème, c'est qu'on est en train de détruire les forêts amazoniennes, les forêts équatoriennes, etc. Et donc, ce mécanisme marche moins bien. Oui, mais il suffit de replanter des arbres. Enfin, voilà. Jacques-Yves Cousteau essaye d'adopter dans cette vidéo, qui fait plus de 3 minutes, donc je ne peux pas vous la montrer ici, mais vous avez du coup les références, vous pourrez aller chercher par vous-même. Alors, en 2008, vous aviez aussi un livre de Christian Gérondeau, qui était l'ancien délégué à la sécurité routière, ce qui fait sans doute de lui un grand spécialiste du réchauffement climatique, n'en doutons pas, qui avait fait donc ce livre qui s'appelait CO2, un mythe planétaire, et livre qui avait fait l'objet d'un compte-rendu de France Info, hein, et qui nous expliquait, donc il y a une petite vidéo qui reprend le compte-rendu qu'en fait France Info. Ce n'est pas l'activité humaine qui est responsable du réchauffement. Donc, il y a un refus de la responsabilité des humains donc une sorte de, si vous voulez, de fatalisme naturel, hein. C'est les lois de la nature, on n'y peut rien. Le réchauffement a cessé ces dernières années, c'est ce qu'il dit dans ce livre, c'est pour ça qu'il parle d'un mythe, hein. Donc, il y a un déni de la factualité, hein. Il essaye de tirer certaines courbes pour essayer de nous faire croire que en 2008, il y aurait déjà la preuve que finalement, depuis quelques années, ça ne se réchauffe plus. Évidemment, vous le savez, ce n'était déjà pas vrai à l'époque, mais on a cessé de battre tous les records. Les GIEC sont des idéologues. Et donc là, vous avez un échappatoire argumentatif par la politisation, hein. Les scientifiques ne sont pas objectifs. En fait, ils ont des dessins politiques, de noirs dessins politiques. Et le GIEC, ce sont des chercheurs qui font peur pour justifier leurs travaux et obtenir des crédits. C'est le déni par dénigrement des lanceurs d'alerte. On connaît tous ça très bien. Claude Alex était livré également en 2010 dans un livre à l'imposture climatique ou la fausse écologie, à ce même type de discours. Dans les chapitres 2 et 3, par exemple, il traite des observations climatiques, des modèles de prévision climatique, et il prétend montrer que les observations scientifiques ne prouvent pas un changement climatique, parallèle avec l'épidémie n'est pas si grave, que certaines données climatiques, les résultats des tests, si on veut comparer, sont biaisés, hein, et tout ça afin de faire croire à un réchauffement là où il n'y en a pas, une épidémie qui n'existe pas, et que les modèles de prédiction climatique, c'est-à-dire les simulations épidémiologiques, n'ont donc rien de fiable. Et ce qui est intéressant dans cet argument, c'est ne pas être fiable, ce n'est pas vouloir rentrer dans l'argumentation scientifique pour les rendre plus fiables, c'est montrer qu'elles ne seraient pas fiables pour les éradiquer, pour les faire disparaître du débat public sur le mode en vérité, si on déclare qu'elles ne sont pas fiables, c'est parce qu'on veut qu'on arrête de les mobiliser et non pas parce qu'on voudrait contribuer à l'amélioration de leur fiabilité. Le chapitre 4 revient sur les figures de ce qu'il appelle des résistants, hein, les résistants à la théorie du changement climatique, qui ne seraient pas vraiment observables, etc. Et donc, il y a la dénonciation du fait que la vérité scientifique serait jugée insupportable parce qu'elle serait présentée comme un dogme. Et donc, refuser le dogme, c'est faire valoir par bon sens, par un sain exercice intellectuel, son esprit critique. C'est exactement les postures qu'ont adoptées les professeurs Perron ou Toussaint sur tous les plateaux de télé
qui ont bien voulu les inviter pour nous montrer par A plus B qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague épidémiologique. Le chapitre 5 du livre de Claude Allègre explique comment a été construit le mythe du changement climatique, hein. C'est le fantasme de la seconde vague dont parlait Didier Raoult, mené par des scientifiques de la NASA. On pourrait transformer ça avec Big Pharma. Et dans le chapitre 6, il parle d'une alliance cachée, hein, qui explique comment on a pu imposer cette imposture. Là, je vous renvoie au fameux, désormais, documentaire Hold Up. Et pour ce faire, Claude Allègre n'a pas hésité à falsifier des courbes, hein. Là, vous voyez en noir, entouré dans le rond, ici, là, le prolongement de courbe de ce qu'a publié Claude Allègre pour justifier que le réchauffement climatique est en train de baisser, alors que la vraie courbe de l'auteur suédois qui le mobilise est la courbe rouge sur le graphique. Donc, vous voyez que la courbe rouge est en montée, une baisse, ça remontait, et lui, il est en train de montrer que ça remonte, mais que ça redescend brièvement. Et donc, c'était un véritable trafic, hein, de scientificité. Et donc, je m'approche de la fin. Quand le déni semble impossible, au sens, on voit bien que quand même, on bat des records de température, que les glaciers fondent, que ça commence à se voir, etc. On n'est plus dans le déni climatique, enfin le déni du réchauffement climatique, mais dans le climato-scepticisme, hein, où on peut concéder, bon, ok, il y a un réchauffement, mais d'autres stratégies argumentatives se mettent en route. Il y a la stratégie du doute. Ah, alors expliquez-nous pourquoi de telles tempêtes de neige et des records de froid en hiver, hein. Et Donald Trump, par exemple, a dit ça lors d'une grande tempête de neige aux États-Unis, ignorant sans doute, ou faisant croire à leur ignorance sur le fait que les prévisions du GIEC montrent que le réchauffement climatique peut provoquer des accroissements d'amplitude thermique et d'amplitude des phénomènes climatiques extrêmes, y compris ceux qui vont vers plus de froid, etc., lors des hivers. L'autre discours, c'est celui de la relativisation historique. Déjà, il y a 10 000 ans, hein, donc vous avez des climato-sceptiques qui sont qui sont devenus des grands spécialistes de l'histoire climatologique. Donc, on peut faire le parallèle avec le Covid, c'est pas la peste, hein. Donc, essayer de montrer que finalement, il y a 10 000 ans déjà, il y avait eu une période de réchauffement, donc c'est un mouvement naturel. Là aussi, ils feignent de croire ou ignorent le fait que la question n'est pas de savoir s'il y a eu des réchauffements climatiques dans le passé, mais c'est à quelle vitesse les choses se sont réchauffées. Et là, en moins de 2 siècles, le réchauffement est maximal, alors qu'il y a 10 000 ans, ça avait pris beaucoup plus de temps dans la transition vers le réchauffement et dans la transition vers un nouveau refroidissement. Les climato-sceptiques mettent en évidence aussi la négation du rôle de l'être humain dans le phénomène, hein. De même que se protéger par un masque ne sert à rien d'une certaine façon, c'est que l'être humain n'étant pas responsable, il n'a pas à agir, c'est pas lui qui est la cause du phénomène, donc il n'y a rien que l'on puisse faire. Il vaut mieux laisser les choses évoluer naturellement, entre guillemets. L'invention également d'explications alternatives, comme figure de déresponsabilisation, c'est par exemple les théories sur les cycles des éruptions solaires, hein, où pour le Covid, la plupart des morts déclarées du Covid meurent en fait d'autre chose. Donc, quand on essaye d'échapper à l'explication, voilà. Et puis, vous avez ce que j'ai appelé le prométhéisme résolu, hein. C'est la croyance dans le fait que la science peut résoudre tous les problèmes dans le futur. C'est une question de solutions technologiques. Et là, vous avez les climato-sceptiques qui disent qu'il faut financer des tas d'études. Alors, vous avez des gens qui sont en train d'inventer des satellites qui seraient des miroirs réfléchissants pour renvoyer vers l'espace des rayons du soleil de façon à limiter le réchauffement climatique par le rayonnement solaire. Pour le dire un peu autrement, on a tellement joué aux petits chimistes que si on pouvait continuer encore et faire un peu plus de conneries pour encore jouer un peu plus sur le cycle naturel, allons-y gaiement, hein, c'est un peu l'idée. Tout ça, bon, peu importe, je vais vite. Donc, il y aurait dans ce cas-là
Si c'est l'idée du dogme qu'il faut combattre, qu'il faut mettre toujours en avant l'esprit critique, ne pas prendre tout pour argent comptant, alors je dirais qu'il y a esprit critique et esprit critique. Il y a un esprit critique qui est en fait un relativisme, hein, qui consiste à dire qu'il faut exercer la critique pour la critique et que ça contribue surtout à nier le problème. Et puis vous avez un autre type d'esprit critique, c'est celui de la méthode scientifique et de ce que l'épistémologue Karl Popper appelle la falsifiabilité, c'est-à-dire l'idée que la science, certes, peut se tromper, la science peut faire des erreurs, mais la force de la science, c'est qu'elle exposera toujours les méthodes qui permettent à d'autres justement de refaire, de revoir les exercices, les méthodes et de faire en sorte que on puisse comprendre. Et du coup, et j'en terminerai là, la méthode scientifique, c'est voici les faits, quelques conclusions pouvons-nous en tirer. La méthode conspirationniste, hein, c'est voilà ma conclusion, quels faits pouvons-nous trouver pour la rendre crédible? Et si vous n'en trouvez pas, soyez créatifs, n'hésitez pas à inventer des fake news. Je pense que c'est dans cette ligne de fracture, hein, qu'il faut puiser toutes les ressources du côté de la méthode scientifique pour essayer de contrer, si vous voulez, les mécanismes psychologiques qui nous amènent à être dans le déni face à la menace épidémique ou menace climatique. Voilà. Vous n'avez... On n'entend pas. On ne vous entend pas, vous n'avez pas manché M'active le le micro. micro. Allô, Voilà. est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant Oui, je vous merci entends. beaucoup Arnaud, merci. Il y avait un petit souci d'activation de micro de mon côté. Merci beaucoup pour tout ça. Et c'est ce que nous dit aussi Véronique, d'ailleurs, à l'instant, c'est écrit. Est-ce que vous doutiez du fait qu'il y aurait beaucoup de questions et de réactions à ce que vous nous avez démontré? Alors, ça va être difficile de faire du tri. Alors, non pas on va pas alimenter des choses et s'il n'y a pas de censure, mais juste on va essayer de privilégier les questions aux réflexions, histoire de faire avancer un petit peu les choses, même si les réflexions finalement nourrissent le questionnement. C'est ce que je disais à mes collègues à côté dans ce genre de sujet, hein. Allez, on va essayer d'en poser le plus possible, essayer Et de faire donc, des je vais essayer de réponses faire des courtes. réponses courtes, j'ai bien compris. Essayez, je vais essayer de pas trop digresser de mon côté. L'intérêt général serait quelque chose que nous aurions perdu, nous demande, je sais pas qui d'ailleurs, c'est pas marqué, sous l'effet de quoi? Écoutez, moi, C'est Laurent. oui, je pense que oui, et je pense que c'est la conséquence de la montée en puissance de l'individualisation des rapports sociaux et du fait que de la valorisation de l'épanouissement individuel et personnel. Je ne suis pas forcément contre, hein, mais je constate que à partir du moment où nous sommes entrés dans une société individualiste de masse, euh, il est de plus en plus sans doute difficile pour un certain nombre de gens d'intégrer pleinement le raisonnement en termes d'intérêt général, parce que chacun va vouloir surtout voir midi à sa porte. Et ça se voit très bien dans le discours sur l'épidémie. Oui, ok, il faut faire des efforts, mais nous, on a de bonnes raisons de ne pas respecter, de faire ceci, de faire cela. Mmh. Un contre-argument au parallèle que vous faites sous la forme d'une question. Covid égale virus avec solution médicale et maîtrisée, changement plus ou moins maîtrisé, pardon. Changement climatique égale phénomène de grande ampleur nouveau avec remise en cause fondamentale de notre mode de vie, croissance, PIB, etc. Qu'en pensez-vous? Je suis bien sûr d'accord avec ça. Simplement, l'ampleur du phénomène est tellement plus forte qu'évidemment, tout change d'échelle. Je suis parfaitement d'accord. En revanche, ce qui m'intéressait dans le parallèle que j'essayais de vous proposer, c'est le fait que les ressources argumentatives sont les mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on change totalement d'échelle, etc., que vous n'allez pas pouvoir entendre le même type de réflexe, j'allais dire, psychique et psychologique, et donc argumentatif sur la manière, par exemple, de dévaloriser les lanceurs d'alerte pour éviter d'avoir à entendre un message d'alerte, sur le fait de relativiser la menace. Et à mon sens, euh, je suis très pessimiste, si vous voulez, de ce point de vue, et donc je suis en phase totale avec l'affirmation. C'est que là, ce qui me rend pessimiste, c'est que je me dis, sur un phénomène qui est effectivement médical, plus ciblé, et cetera, il y a déjà du déni. Alors, c'est vous dire si
le risque qu'on se heurte à du déni du problème ou du déni des méthodes pour arriver à résoudre le problème, c'est vous dire si ça risque d'être un long combat pour le réchauffement climatique. Ouais. Question de Mathieu, qui dit, finalement, voilà, est-ce qu'on pourrait transposer ce que vous avez démontré là, avec le covid, avec, le climat sur d'autres sujets, les déchets? Enfin, on sait qu'on les accumule, mais on continue à en produire. Les économies d'énergie, on sait qu'il faut en faire et on continue à ne pas le prendre en compte, y compris dans les politiques publiques. Et ça fait plus de 30 ans qu'on nous le dit et qu'on n'en tient pas compte. Donc cela signifie-t-il qu'il faudrait, réviser fondamentalement les approches que l'on a, la pédagogie, la façon dont Oui, on fait, de l'éducation? Et oui, ça pourrait absolument. aussi valoir, avec la Oui, communication du gouvernement avec le oui. covid ou autre, hein, voilà. Absolument. J'avais encore, 4 ou 5 slides, mais comme je voyais que le temps tournait, je ne sais pas et ma dernière phrase et le fait que je sois professeur, évidemment, explique cela. Ma dernière phrase, c'était l'importance de l'éducation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre le problème à la racine et je crois que ça a été bien intégré parce que, dans beaucoup de pays, on a compris que, c'était des phénomènes générationnels sur le long terme et qu'il fallait prendre le problème à la racine dès l'école et qu'il y a un vrai travail en effet de sensibilisation pour que, un certain nombre de choses soient acquises comme des évidences, hein, si vous voulez. Et je pense que de la même manière, par exemple, si on reste sur l'épidémie, je pense que enfin, je serais surpris et amer, pour tout dire, que cet épisode épidémiologique ne nous amène pas à réviser de façon fondamentale dans nos sociétés la nécessité d'introduire la culture épidémiologique à nouveau, y compris dans l'éducation. De la même façon, par exemple, que les petits Japonais apprennent très tôt, dès les classes primaires, à se mettre, en cas de tremblement de terre, Mmh. à se mettre sous la table et à faire les bons gestes réflexes en cas de tremblement de terre. Parce que les Japonais savent qu'ils auront affaire à des tremblements de terre. Et nous, nous Oui. savons désormais que nous aurons affaire à d'autres épidémies. Ça, c'est sûr. Oui, donc on va peut-être apprendre à se laver les mains. La question de la confiance après celle de l'éducation qui est assez centrale, Oui, en nos politiques, on en revient à ça. C'est oui, Céline qui dit oui, ça, pris en flagrant délit de mensonge. C'est oui, vrai, eux-mêmes c'est ont dit: vrai. «Oui, Mais le bien masque, sûr, ça sert à mais rien». bien sûr. Voilà, ou d'approximation, mais également en eaux scientifiques difficilement compréhensibles et parfois et souvent financées par des intérêts privés. C'est un fait. Elle s'ajoute à un déficit d'éducation face à des savoirs qui se complexifient et ça rejoint aussi, une question qui est posée aussi avec, la contestation des études scientifiques par des scientifiques eux-mêmes, des contre-études et Oui, cetera. Enfin, oui, voilà, les 2 oui. questions se rejoignent, hein, je les mets Oui. ensemble. Alors, je pourrais d'abord parler sur la controverse scientifique. Je crois que dans le cas, du covid et ça a été en partie vrai aussi, dans le cas et c'est tout à fait vrai d'ailleurs, dans le cas de puisque par exemple Claude Allègre est un scientifique, hein, même si le fait qu'il soit géochimiste ne fait pas de lui un spécialiste du climat, hein, mais bon. Heu, si vous voulez, il y a une sorte de trahison d'éclair, par exemple de Claude Allègre, hein. Pour moi, il ne mérite plus, à partir du moment où il écrit ce bouquin, il ne mérite plus le titre de scientifique. Parce que en fait, c'est des gens et on l'a vu avec des blouses blanches, hein, qui sont intervenus sur les plateaux, c'est des gens qui mettent leur scientificité en avant pour tenir des propos qui très souvent sortent du cadre, de, la scientificité. Je vais vous donner un exemple très intéressant de ça. Le professeur Perron, qui est donc un grand célébrateur des mérites de l'hydroxychloroquine, par exemple, et un grand relativiste de la menace, qui nous a annoncé que la deuxième vague, ça ne pouvait pas exister, etc., a sorti tout un tas de propos qui ont été complètement filtrés par l'AFP et qui a montré à quel point c'était plein d'ambiguïté, voire de fake news. Et Sud Radio, sur le plateau sur lequel le professeur Perron avait tenu ses paroles, a réinvité le professeur Perron en disant voilà, professeur Perron, vous avez été durement mis en cause par l'AFP et nous, on a décidé de vous redonner la parole pour vous défendre. Sauf que l'animateur
on le sent ébranlé. Parce qu'il dit: «Vous savez, l'AFP quand même, c'est sérieux, moi j'ai lu des trucs, bon, voilà». Et à un moment et donc il donne sincèrement la parole au professeur Perron, mais on sent qu'il a été ébranlé, qu'avant il était plutôt du côté de Perron et là maintenant il pencherait plutôt du côté de l'AFP et des scientifiques que l'AFP cite. Et à un moment, Perron dit quelque chose, et l'animateur, mais avec bienveillance, lui dit: «Écoutez, professeur Perron, vous vous rendez bien compte que vous êtes pratiquement le seul à dire ça?» C'est-à-dire il voulait dire évidemment le seul dans la communauté scientifique. Vous voyez, genre, quand même là, c'est un peu difficile à tenir. Et le professeur Perron a répondu: «Mais pas du tout, des millions de Français pensent comme moi». Et ça nous dit bien ce que j'appelle la trahison des clercs. C'est-à-dire Mmh. que si vous intervenez en tant que scientifique, alors vous devez être dans la controverse scientifique avec ces méthodes, ces argumentaires, attendus. Dès lors que vous mettez en cause cette posture scientifique pour aller vers autre chose, faire de la politique, pourquoi pas? C'est pas illégitime, mais alors dans ce cas-là, il faut le dire. Mmh. Bah, Donc je même pense la que politique par les sondages, c'est jamais bon non plus, hein. non, ah non, mais on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les scientifiques, effectivement, ont leur part de responsabilité. Oui. L'autre point qui était évoqué, c'est la communication du gouvernement. Je pense en effet, de façon absolument claire, que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans dans une des diapositives, heu, la première même, raison de plus pour être très fort, très structuré et structurant dans notre argumentation et cetera. Il est évident qu'à partir du moment où le gouvernement, non seulement reprenant ce que les scientifiques disaient aussi, il faut quand même le dire, que le masque n'était pas forcément nécessaire, et cetera, mais en allant beaucoup plus loin, en nous expliquant même que c'était en mettant un masque, on risquait de s'infecter, hein, Sibeth Ndiaye, tout le monde a ça en tête, et Mmh. cetera, et porte-parole du gouvernement, eh bien, a totalement s'est tiré une balle dans le pied, a totalement perdu en crédibilité et évidemment offre un boulevard à des contre-argumentations. C'est une évidence. Oui. Même si, et c'est Laurent qui le dit, la science elle-même est basée sur la contradiction et donc au doute lors de la publication des résultats. C'est le principe d'évaluation par les pairs, la recherche de la faille en toute transparence. Enfin, ça, vous ne le niez pas, mais en passant par, Oui, mais c'est ce que c'est je ce que disait disais, votre dessin, hein, oui. c'est ce que je disais avec Karl Popper et la falsifiabilité. Mmh. La science, ce n'est pas le discours de vérité. Les scientifiques ne détiennent pas la vérité. Les scientifiques, s'ils restent scientifiques, détiennent la capacité à établir une vérité avec une méthode. Et notamment, et le grand apport de Karl Popper comme historien des sciences, c'est de dire, voilà, en fait, la, 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 la- la science n'avance pas de vérité en vérité, elle avance en une amélioration des processus de vérification. Et donc, la science, c'est celle qui reconnaît que sa vérité est peut-être celle d'un moment et que sa vérité n'est peut-être pas absolue parce que elle dépend des méthodes qu'on met en œuvre. Mais au moins, on les expose et on permet à d'autres de les tester, de les vérifier et d'aboutir ou pas au même résultat. Donc, Mmh. c'est une démarche, la science. Ce n'est pas un discours de vérité, c'est un discours de méthode. Alors, il y a la question qui renvoie au complotisme contre les complotistes, si je comprends bien. Enfin, en tout cas, à cette défiance-là, on comprend bien, nous dit Yvon, la consanguinité entre ces deux dénis, mais à un moment, il y a lieu de démontrer que le déni climatique est la mère du déni épidémique. Si les complotistes l'emportent, c'est foutu pour le monde d'après. C'est-à-dire, on met de l'eau au moulin à ceux qui avaient déjà finalement tenté de démonter pour d'autres intérêts, peut-être la question du réchauffement climatique en disant bah, regardez, c'est pareil avec le. Et Moi je n'irai pas jusqu'à dire, enfin, en tout cas, je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait d'études il n'y a pas une de matrice. profil, je n'ai pas fait d'études de profil qui me permettraient de tracer une continuité entre un discours de déni du réchauffement climatique et un discours du déni de, la Covid. Ce Mm. qui me paraît, beaucoup plus sûr, enfin, ce que je peux dire avec plus de certitude, c'est qu'il y a des rhétoriques similaires et qui correspondent à la fois à des mécanismes de défense psychologique, mais aussi à des mécanismes de défense politique et économique. C'est ce que j'appelais c'est ce que je voulais dire quand je disais que des fake news, moi je les définirais comme des vérités idéologisées, c'est-à-dire on a envie d'y croire, donc on pense que c'est des vérités, mais c'est parce qu'elles servent nos intérêts idéologiques, donc politico-économiques. Donc, je ne sais pas s'il y a des filiations absolues. Sans doute qu'il y a des personnalités qui ne croient en rien et qui sont prêts à la fois à ne pas croire à l'épidémie et à ne pas croire au réchauffement climatique, ça c'est certain. Mais
l'ampleur des choses, je ne suis pas en mesure de le dire. Mmh. Encore une question, fake news, c'est de Gérard. Fake news, thèses conspirationnistes font beaucoup parler d'elles, mais quel est leur poids réel dans l'opinion? Le pourcentage d'infectés, d'infectés par ces théories? Voilà, pardon. Oui, c'est toujours difficile à dire, je pense qu'il y a, enfin, moi je prendrais presque le problème à l'envers, si je peux me permettre. En fait, je serais assez d'accord pour, à travers la question, de dire: «Il faut peut-être savoir relativiser un tout petit peu l'inquiétude par rapport, au nombre de gens qui sont prêts à croire, prompts à croire à tout un tas de bêtises qui peuvent circuler, sur les réseaux sociaux». Ceci étant, ce qui me pose plus problème, c'est que je ne considérerais pas les fake news comme, l'œuf qui va faire la poule, mais je considérerais alors plutôt, les fake news comme la résultante de quelque chose qui est en amont et qui est la montée en puissance, et ça a été dit un tout petit peu, là, j'ai vu passer le mot confiance et cetera. Le Mmh. mot-clé, c'est ça, et en fait, ce n'est pas confiance, c'est défiance. Le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, centre de recherche de Sciences Po, a mis en place il y a une dizaine d'années maintenant, le baromètre de la confiance des Français. Ils étudient la confiance sous tous ses aspects, confiance dans votre voisin, dans les institutions, dans les partis, les syndicats, enfin tout ce que vous voulez. Et ce qui est incroyable, heu heu, oui, vous avez raison, tiens, falsifiabilité, oui, j'ai manqué un AS, oui, c'est juste, merci. On va essayer de le Heu retrouver. non, non, mais c'est moi, j'ai une faute dans ma slide. Falsifiabilité. Bon, enfin bref, peu importe. Le, oui, je disais, ce qui est majeur dans l'étude du CEVIPOF, et qui fait que je trouve que le nom de cette enquête annuelle est mauvais, ils appellent ça le baromètre de la confiance. Les résultats disent que, en fait, il faudrait appeler ça le baromètre de la défiance. Mmh. Hein. C'est terrible de voir à quel point s'installe dans nos sociétés, et notamment dans la société française, une forme de défiance très très forte, et notamment une défiance vis-à-vis de tous ceux qui incarnent la figure du sachant. Si je peux me permettre en une minute de résumer un petit peu ce que je veux dire là-dessus, c'est que euh, je pense que nous sommes dans une crise profonde, et les fake news ne sont que l'épiphénomène de ça. Nous sommes dans une crise profonde de la confiance dans une relation de verticalité. Les sachants, les élites, etc., qui seraient donc perçus comme sachants et qui se présentent comme sachants, j'ai ma blouse blanche, etc., sont tombés un peu de leur piédestal pour des tas de raisons, augmentation du niveau moyen d'éducation, défiance vis-à-vis de la politique parce que, perte de confiance dans la capacité d'agir des politiques, parce que les réseaux sociaux, démocratisation du savoir, démocratisation de la parole, et moi je trouve ça très bien, je trouve ça formidable, j'ai rien, contre, et donc il y a des aspirations très, très fortes. Société individualiste de masse, que je disais aussi tout à l'heure, il y a une aspiration très, très, très forte à plus d'horizontalité. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une crise profonde de rencontres ou de non-rencontres ou de plus faibles rencontres, appelez ça comme vous voulez, de la verticalité avec ces aspirations à plus d'horizontalité dans l'échange des savoirs, l'échange des compétences et des connaissances, dans la reconnaissance par les gens qui se vivent comme faisant partie de la base, de leur connaissance, de leur aptitude à savoir quelque chose, hein. Et je Mmh. pense qu'il y a quelque chose qui se joue là, dans la reconnexion entre la verticalité et l'horizontalité, qui est le problème majeur, et les fake news et tout ça ne sont qu'un problème parmi d'autres. Et à ce titre, je pense que le point de rencontre entre ça, c'est sans doute, et je ne veux pas te dire ça comme un mot-clé un peu magique, mais comme j'ai pas des heures et des heures pour m'expliquer, je pense que le point de rencontre, c'est quelque chose qui tourne autour de une meilleure participation citoyenne. Parce qu'il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Il faut arrêter de penser qu'on ne sait pas, et cetera, et que c'est dans cette meilleure intégration des aspirations à une reconnaissance des compétences de chacun et à plus d'horizontalité qu'on doit pouvoir repenser les choses. Et par exemple, pour lutter contre le réchauffement climatique et tous ces, enfin, le réchauffement climatique, c'est un problème global, enfin, c'est un mot global pour dire aussi le problème de la biodiversité et tout ça. Tout ce qui est conférences citoyennes, et cetera, va dans le bon sens.
hein, à partir du moment où évidemment c'est suivi des faits, ce qui est c'est une autre question. Allez, une petite dernière pour la route de Céline qui demande comment faire valoir la science, donc voilà, et les discours scientifiques ou quand une grande partie des gens s'informent par le biais de médias qui utilisent largement l'image, l'émotion, la simplicité de l'information donnée car nécessairement délivrée sur un temps court, voilà. Info traitée en quelques minutes à la télé, réseaux sociaux en quelques lignes et cetera et voilà, on se fait une idée et ensuite et bah, pour la réfuter, il faut et pour prolonger la question de Céline, c'est vrai que je me rappelle d'un grand journaliste dans les années 90, j'étais jeune et je pense que je l'ai retenu cette phrase-là qui disait, en parlant de Jean-Marie Le Pen à l'époque: «Il suffit qu'il dise un truc, il le dit, ça rentre dans les esprits. Ensuite, nous, on va ramer, on va passer un mois à le réfuter, à trouver des contre-arguments, mais la force du propos, c'est l'annonce sur le moment. Et ensuite, c'est très ingrat de lutter contre ça, finalement. Voilà. Oui, alors, bon, alors ça, je suis bien d'accord, c'est même théorisé, hein, cette idée que, il faut beaucoup plus d'énergie et de temps pour démonter une fake news que pour la fabriquer. Donc, ça, il y a une vraie inégalité, je dirais, de ressources cognitives dans cette lutte. Ça, je suis bien d'accord. Alors, moi, j'ai mon tempérament, qui fait que, par exemple, j'accepte de participer, bien volontiers à ce type de dispositif où vous m'avez invité et je vous en remercie. C'est que, je pense que, il n'est pas impossible de tomber de son piédestal. Moi, personnellement, je suis professeur d'université et je ne considère pas que ma seule intervention doit rester dans le cadre de mon amphithéâtre avec mes étudiants. C'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre d'eux et qu'il ne faut pas hésiter à jouer la carte de la pédagogie et de la vulgarisation et pour moi, c'est pas un gros mot. C'est-à-dire que c'est aussi aux scientifiques, aux sachants, comme je disais tout à l'heure, de quelque nature que ce soit, d'accepter de descendre dans l'arène et de parler à égalité avec, les gens et d'accepter l'idée qu'on peut essayer de faire passer des messages avec des mots simples, qu'on n'est pas obligé de se blinder, avec, des discours et des mots qui font savant, avec de la scientificité apparente, hein, pour avoir l'air sérieux, et cetera. Je n'ai pas le sentiment de trahir ma cause en venant débattre en utilisant des mots simples. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois que, c'est la responsabilité de tout à chacun, dès lors qu'il est, scientifique, académique, de se confronter à ça. Je suis un peu moins, pessimiste, que, notre interlocutrice parce que, pour 2 raisons. D'abord, moi peut-être certains le connaissent-ils, j'ai été le président, au moment de l'ouverture en France d'un site d'information qui s'appelle The Conversation. The Conversation, est un site, d'information où seuls les académiques écrivent. C'est géré par des journalistes pour aider à l'écriture, mais ça permet à des vrais spécialistes de parler vraiment de sujets. Et en plus, c'est un journal, c'est gratuit et en plus, ça peut être republié sur les sites d'information de qui le demande. Donc, bah, écoutez, le minimum qu'on fait de nombre de vues, de pages vues par mois maintenant, c'est 4 millions. 4 millions. On était ouvert en 2015, une marque était absolument pas connue, et cetera. Donc, on est monté progressivement en régime des papiers de 6 à 8 000 signes, qui faits par un vrai spécialiste qui parle des sujets, ça attire énormément de gens. Donc, il y a la possibilité, sauf que c'est pas des papiers académiques, hein, c'est justement, il y a des journalistes qui aident, pour certains collègues qui ont un peu de mal à sortir de leur jargon, ça les aide à bien rédiger, de façon grand public. Ça, c'est le premier point et le deuxième point, moi, je crois beaucoup, à l'idée que, nous ne pouvons pas répondre à un univers de fake news et autres, qui repose sur des petites vidéos virales, de type Facebook et cetera, sans se poser la question du fait qu'il faut utiliser les armes de l'adversaire contre l'adversaire. Et moi, je vais vous dire, je pense qu'il est possible de répondre à des arguments, faux avec des petites vidéos bien montées, bien courtes. Je proposerais même, je dirais, le défi, intellectuel de dire, voilà,
face à un argumentaire faux, on doit pouvoir répondre avec les mêmes armes, dans le même temps et dans le même timing que celui qui nous a donné une idée fausse. Je suis absolument convaincu qu'on peut le faire. J'avais déposé un projet de recherche, là-dessus. Bon, je n'ai pas été financé, mais en tout cas, je crois qu'il n'est pas impossible de répondre sur le même plan et de toute façon, je pense que dans ce type de combat, qui est un combat de longue haleine, un combat intellectuel, il faut répondre avec les armes de l'adversaire. J'ai et je Oui, mais qui peut aussi les retourner contre vous. Pardon, Arnaud Mercier. Moi, j'ai Oui. j'ai le souvenir d'une conversation avec une complotiste patentée qui fréquentait pas mal notre radio pendant un temps, qui m'avait expliqué que le fact-checking, c'était de toute manière l'expression de l'ordre établi Bien pour sûr. démonter la parole de ceux qui voulaient dire la Oui, vérité. oui. La preuve, en son temps, Galilée produisait des fake news. Oui, oui, j'entends bien, mais alors Voilà. là, c'est une pure rhétorique, qu'il est facile de démonter, mais comme elle est Oui, pas oui, là, oui. je vais pas m'employer à le faire. Non, alors 2 choses. D'abord, le fact-checking, moi, j'ai l'habitude de dire de façon un peu provocatrice vis-à-vis de mes petits camarades journalistes, je dis mes petits camarades parce que j'ai créé et dirigé pendant 7 ans une formation au journalisme, heu que le fact-checking, ça sert à rien. Je pousse, hein. Mmh. Mais ça sert à rien au sens où je suis absolument convaincu que la plupart des gens qui vont vraiment lire dans le détail un long article de fact-checking sont des gens qui sont déjà absolument convaincus que c'était faux et la seule chose qui les intéresse, c'est de savoir, quel est Mmh. l'exercice intellectuel, Des qu'ils chiens de utilisent garde, voilà, pour oui. démonter le truc. Mmh. Je fais le parallèle, je dis, le fact-checking pour moi, c'est l'effet Colombo, je veux dire l'inspecteur Colombo, hein, mon carnet, ma femme et tout ça et le cigare, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans Colombo, c'est pas tellement de savoir, quel est l'assassin puisque ça nous est révélé tout de suite. Mmh. Ce qui va nous intéresser, c'est le jeu intellectuel, le jeu du chat et de la souris entre l'inspecteur Colombo et celui, qui en plus est toujours, au-dessus de lui, socialement et cetera, le méprise plus ou moins et donc comment Colombo va le faire tomber dans ses raies, dans ses filets en faisant tomber, l'assassin. Bon et ben, le fact-checking, c'est pareil, c'est quand on va lire du fact-checking, la plupart du temps, on est déjà convaincu et ceux qui sont mordicus, persuadés que tout ça est bien vrai, que c'est pas des fake news, n'iront pas, lire du fact-checking et même leur psychologie est ainsi faite, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, qu'ils tireront même argument du fait qu'il y a du fact-checking pour dire que c'est bien la preuve que c'est vrai, parce que le système cherche à se défendre. Et là, franchement, vous pouvez plus rien pour eux. Là, je pense que là, il faut accepter l'idée qu'il y a une frange de la population avec laquelle, bon, Qu'on peut pas sauver. qu'on peut pas sauver, qu'on peut pas sauver. Allez, en 2 mots avant de rendre l'antenne, dernière question de quelqu'un qui dit qu'il est complètement d'accord avec vous, mais comment les scientifiques peuvent-ils envisager leur place dans cette participation que vous appeliez de vos vœux? Bah, d'abord, il y a, j'ai vu le mot passer effectivement la science participative, hein, Mmh, la science ouverte. la science ouverte, mais science participative aussi, hein. Par exemple, sur le réchauffement climatique, il y a beaucoup de la biodiversité, il y a beaucoup de vous avez de la science participative au sens où, des scientifiques font appel à la bonne volonté des gens pour faire des relevés, je sais pas, de papillons, de ceci, de cela, de tout ce que vous voulez et de faire remonter et ça donne des choses extraordinaires, hein. C'est-à-dire que vous avez des scientifiques qui arrivent à mobiliser des réseaux de centaines, voire de milliers de citoyens qui chacun permet de faire des observations et font remonter des informations extrêmement précieuses qu'un scientifique ne pourrait pas faire tout seul ou même avec une petite équipe dans son laboratoire. Donc, la science participative, au sens le plus fort du terme, ça existe. La science ouverte, c'est-à-dire, alors qu'on peut entendre à plusieurs points de vue, c'est-à-dire descendre de son piédestal et aller à la rencontre des gens. Moi, je participe à beaucoup d'universités populaires ou ce genre de choses. Donc, une fois de plus, je le redis, j'ai accepté très volontiers votre invitation parce que je trouve que ça fait partie de mon rôle. Et on a toujours la preuve en est, on a toujours des questions et des remarques très riches, hein. Donc, moi, j'apprends autant que je ne suis là pour venir essayer d'exposer ma supposée science ou en tout cas l'état de ma réflexion. Donc, je trouve que c'est un enrichissement mutuel et c'est pas de la démagogie hein, quand je dis ça, je le pense sincèrement. Euh, la science ouverte, c'est aussi d'être transparent dans ses méthodes, d'où on parle, d'où on vient, de sourcer, de prouver. Vous voyez, moi, je ne me suis pas contenté de dire certains disent que, j'essaye par exemple d'utiliser les comptes Twitter
comme des traces indicielles de propos qui peuvent être tenus dans un espace public. Et donc, à chaque fois que je peux dire, bah, il y a tel discours qui est tenu, il y a tel discours qui est tenu, bah, je peux l'attester avec des extraits d'ouvrages, ce que j'ai fait pour le réchauffement climatique, des extraits de tweets pour le déni. Donc, c'est aussi être transparent dans la façon de faire la science. Merci beaucoup Arnaud Mercier, de ce moment. Je crois qu'il a vraiment fait plaisir et conforté aussi beaucoup de gens et ça fait du bien d'entendre ça et de de prendre un peu Encore de que bagage, hein. vous aurez retenu que je suis assez pessimiste parce que je me dis que quand il y a, tant de déni sur une épidémie Mmh. qui nous saute au visage, je me dis: «Waouh, comment faire pour éviter que perdure dans le temps du déni face au réchauffement climatique?» Même si les choses évoluent quand même, j'ai un petit peu de points positifs. Je ne sais pas, je pense que les uns et les autres, vous avez la même perception sans doute. Moi, j'ai un point par exemple, ça a l'air très con ce que je vais dire, mais, sur la prise de conscience. Je vois, allez, plus de la moitié de mes étudiants venir en cours avec, une gourde et non plus avec des bouteilles en plastique. Vous voyez? Enfin, ça a l'air con, hein, ce que je dis, mais je pense que, heu, ça traduit quelque chose, sur le fait que, effectivement, on prend conscience quand même qu'on peut tous peut-être faire quelque chose, on peut peut-être tous contribuer et etc. Donc ça me rend quand même j'ai des parts d'optimisme quand même. Eh bah, c'est chouette, et pour la gourde, je pense qu'il y a quelques oreilles qui devraient être normalement, sensibles à ça, parmi les gens qui vous ont entendu. Merci beaucoup Arnaud Mercier.